Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre le magazine Tupigani chez Shida. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons parler du rapport sur la surveillance électorale réalisé par le Forum de paix, bureau de Béni en partenariat avec Peace Direct. Je suis Lakson Mobaki à la présentation. Madame, Messieurs, encore une fois, bonjour. Comme vous le savez, Tupigani chez Shida est une production de l'ONG Forum de paix. Ces magazines traitent des sujets ayant pour vocation la consolidation de la paix et le développement durable. En décembre 2023, 40 millions de citoyens étaient attendus aux urnes pour les élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo. Au vu de l'insécurité à l'est du pays et face à des craintes d'irrégularité, le Forum de paix Bureau de Béni, en partenariat avec Peace Direct, a suivi les campagnes électorales de leur début en novembre jusqu'à la proclamation officielle de résultats Béniville et territoire dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez en quelques mots les contenus de ces rapports dans cet extrait. L'assistant recherche du Forum de paix Bureau de Béni lors de la conférence de presse tenue le 19 avril 2024. Nous avons constaté qu'il y avait un risque dans cette période-là qui était extrêmement chaude. Il était donc important de notre côté pour mener des activités de prévention liées à la violence électorale avant, pendant et après les élections. Dans ces activités visant à sensibiliser les acteurs que je venais d'évoquer, on avait des programmes spécifiques, notamment des spots radio qui ont été diffusés dans les médias à Béniville et territoire, appelant les uns les autres à la retenue. Mais aussi, il était question de sensibiliser sur les bonnes pratiques en matière électorale. Des espaces spécifiques dédiés aux candidats ont été développés pour faire en sorte que les candidats aient des possibilités via nos propres médias sociaux ou notre média via notre site internet, qu'ils expliquent leurs programmes des sociétés clairement et que les communautés qui sont connectées souvent dans notre site internet ou via YouTube aient la possibilité de poser des questions spécifiques aux candidats, de discuter, de comprendre leurs programmes de société et d'interchanger avec eux. Le programme visait aussi à faire des activités de monitoring des incidents liés aux élections. Il était question pour nous d'enregistrer l'ensemble d'incidents qui ont été observés pendant cette période-là. Donc, avant même les élections, les programmes, nous avons commencé pratiquement vers mi-novembre et qui s'est achevé pratiquement vers le mois de mars. Parce que nous voulions dès le départ capter à la fois des choses qui se passent avant la période électorale, pendant et après les élections. Nous avons fait aussi les monitorings, comme je venais d'évoquer, afin de documenter des incidents liés aux élections, mais aussi des dérapages pendant cette période-là. Il était question aussi pour nous de partager les différentes conclusions de ces travaux d'observation de terrain avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons eu l'opportunité de nous adresser au Conseil de sécurité des Nations Unies via la formule ARIA, qui permet en fait que les civils ou les organisations de la société civile s'adressent directement au Conseil de sécurité. Les espaces ont été réservés depuis l'année passée. On a des espaces, on peut s'adresser directement au Conseil de sécurité pour partager nos observations. Alors, pour ce qui concerne la méthodologie, comme toute étude de collecte, parce que c'est à la fois du point de vue méthodologique que nous avons combiné des approches, nous avons eu des entretiens semi-structurés via des journalistes expérimentés qui ont parlé directement avec les candidats, qui ont échangé. Nous avons aussi développé l'observation du terrain. On a recruté une 80aine d'observateurs qui sont ici de notre propre réseau communautaire qu'on appelle les CLP, ou les membres des comités locaux de protection. Avant d'aller sur le terrain, les CLP ont été formés. Nous avons aussi mis des outils à leur disposition, c'est-à-dire des outils de collecte d'incidents
avant les élections, par exemple des propos de haine, des discours incendiaires, des discours appelant à la violence pendant la campagne électorale. On avait aussi d'autres outils spécifiques pour faire le travail de monitoring les jours du scrutin. Par exemple, dans cet outil, il y avait des questions du genre, est-ce que les bureaux de vote étaient ouverts à temps? Parce que la loi dit clairement l'heure à laquelle les bureaux de vote devaient être ouverts. Est-ce que, par exemple, vous avez pu observer les acteurs de sécurité mettre pression sur les électeurs en leur demandant, par exemple, de voter? Il y avait des questions comme ça. Donc, grâce à ces outils que nous avons mis en place pour collecter des données avant et les jours du scrutin, même après les scrutins, ça fait en sorte que nous avons suffisamment obtenu des données qui venaient du terrain et qui ont été analysées ici au bureau. On a mis aussi des équipes de supervision, particulièrement pour les jours des scrutins, qui ont sillonné pour voir ce que nos observateurs étaient en train de faire, la manière dont les choses s'est passées, la manière dont les scrutins ou les élections se sont réellement passées. Donc, à la fois, on a vu les observateurs de terrain, on a fait aussi des entretiens semi-structurés, on a envoyé aussi des équipes de supervision, mais ici au bureau, on a mis aussi une équipe de coordination qui était constituée de des personnes qui collectaient, en fait, qui centralisaient et qui analysaient l'ensemble des flux d'informations qui nous arrivaient. Et nous tenons à souligner que malgré qu'on a obtenu les données ici d'observation, nous avons donc complété ces rapports avec l'analyse documentaire qui nous a aidé à aller vers des informations se trouvant ainsi de suite crédibles ou des sources crédibles pour en fait que nous puissions enrichir ces rapports. Ce qui fait que les résultats que nous allons vous présenter là sont en fait en réalité le résultat d'une observation qui a pris beaucoup de temps, qui a été aussi de longue haleine pour que nous arrivions aujourd'hui à vous présenter. Le point 3, je vais vous parler rapidement du contexte parce que du point de vue sociologique, comme vous savez, quand vous voulez mener études dans une zone, il est donc crucial de comprendre le contexte. Pour ce qui est du contexte de la ville de Beni et territoire, je pense que vous êtes mieux informés que moi. Vous connaissez que depuis 2014, la ville de Beni fait face aux attaques des groupes armés. Particulièrement ce qui nous intéresse pendant la période électorale, c'est que nous avons constaté que pendant cette période-là, il y avait des propos incendiaires, des appels à la provocation et des calomnies ont été développés par les candidats pendant la période électorale. Ce qui n'était pas une bonne chose, comme vous le savez. Et la période électorale a toujours été souvent une période très sensible et très mouvementée. Et donc il est important à ce moment-là que les gens puissent appeler à la rythme. Malheureusement, on a senti quand même pendant cette période, dans ce contexte sécuritaire extrêmement tendu, les gens ont quand même tenté d'allumer le feu par leurs propos, par leur façon de présenter les choses. Et ça n'a pas été une bonne chose. Pour ce qui concerne l'aspect social en termes de contexte, vous savez que la ville de Beni, mais aussi les territoires de Beni, la plupart des villages périphériques ont été attaqués par les groupes armés, ce qui fait que les gens sont en train de se déplacer pour rester dans les zones qu'ils supposent plus ou moins sécurisées, entre guillemets, ou les zones qu'on appelle les îlots de paix. Ce qui fait que par rapport aux infrastructures, lorsque par exemple la cité ou une ville, au départ, on devrait avoir par exemple 100 000 personnes, et que du coup, il y en a des 100 000 et que les infrastructures n'arrivent pas toujours à suivre, ça met donc une certaine pression ou tension au sein de la communauté. Donc, à Beni, particulièrement dans les quartiers périphériques, on a observé le fait que il y a des tensions spécifiques d'accès à l'eau. C'était les élections se sont déroulées pendant une période sèche et que les populations d'accueil, mais aussi les communautés, faisaient face à des tensions souvent liées à l'eau. Et en dehors de ça, il y avait aussi des problèmes liés à l'accès aux champs et qui continuent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à accéder à leurs champs suite à la situation de l'insécurité qui nous caractérise à Béniville et territoire. À cela s'ajoute le fait que les gens n'accèdent pas aux champs, les denrées alimentaires, les prix
ont monté pendant les élections et ça fait que les gens étaient toujours sous pression ou à la merci des uns et des autres. Les revenus étaient de plus en plus faibles pour les habitants et le prix, les dollars, la monnaie congolaise continuait à perdre sa vitesse face au dollar américain. Ce qui fait que la situation à Béni était extrêmement tendue pendant la période électorale. Je pense que je venais de bosser tout ce qui concerne les contextes, à la fois politiques et sociaux. Et je pense donc au point 3 qui concerne les faits qui ont été observés pendant cette période-là. C'est vrai que nous avons observé beaucoup de choses qui sont contenues dans le rapport. On va vous faire donc un petit résumé si des faits observés. Nous avons observé le fait que, par exemple, pendant les processus de la campagne électorale, avant même la campagne électorale, il y a des candidats politiques qui ont commencé à placarder leurs affiches avant même la date prévue par la loi, ce qui signifie du point de vue éthique. Les gens qui veulent nous diriger, les gens qui veulent nous représenter étaient en fait, en réalité, les violeurs des normes de la République. Et ça, c'est un problème. Comme communauté, comme peuple, nous devons nous interroger. Est-ce que c'est ce type de dirigeants que nous voulons? Nous avons constaté aussi que les autorités étatiques, notamment à Béni et du côté du territoire, ont écrit expressement pour faire en sorte que les gens enlèvent leurs affiches. Malheureusement, une partie a obéi et d'autres ont dit « niet, nous on ne peut pas enlever ». Alors, à un certain niveau, il faut donc se poser une question profonde pour dire que, au-delà des enjeux, au-delà des intérêts, est-ce que c'est ce type de dirigeants que nous voulons? Parce que si nous voulons les gens aller faire la politique, les processus de sélection des meilleurs de la République pour aller nous représenter, c'est ça en fait les élections. Mais si parmi les gens que nous supposons être meilleurs vont en fait violer les lois de la République dès le départ, ça nous pousse à nous interroger. Nous avons aussi observé pendant la période électorale, à Béni particulièrement, des propos et des discours qui manquaient de la tolérance. Nous avons observé des accusations gratuites. Les acteurs visaient en fait à s'effacer sur le terrain en fonction des enjeux des uns et des autres. À cela s'ajoute, nous avons observé pendant la campagne électorale, les gens déchirer les affiches de leurs adversaires politiques et souvent nuitamment. Les autres se sont permis à attaquer les véhicules de campagne de leurs adversaires politiques. Tout ça, ce sont des choses qui sont interdites par la loi. Mais quand même, les candidats, via leur QG, s'organisaient à arracher les affiches d'un autre candidat adversaire. On a observé, on a même alarmé là-dessus, on a lancé des alertes, des candidats utilisaient des enfants à des fins politiques pendant la période de la campagne électorale. Ce qui n'est pas bon. C'est comme ça que l'ensemble de ces observations, comme je venais de vous dire, ça pose donc la question la plus profonde de l'éthique du candidat et des types de démocratie que nous voulons, mais aussi la façon de représentativité. Si c'est ce type de démocratie que nous voulons, il est donc temps de nous interroger. Si nous devons continuer à mentir, à calomnier quelqu'un, à l'accuser juste parce qu'on veut utiliser ça comme une arme redoutable pour discréditer quelqu'un sur le terrain politique, alors ça, ce n'est pas la démocratie que nous voulons. Mais ce sont des choses que nous avons observées. Même si c'est calme aujourd'hui, mais c'est des choses qui pourraient nous conduire à une violence extrême. Nous avons observé cela. Nous avons aussi observé le fait que les jours du scrutin, beaucoup de déplacés n'ont pas pu voter.
Parce que tout simplement, là où ils devraient voter, c'était dans leur village. Dans leur village, il y avait l'insécurité. Et donc, se retrouvaient à Beni. Et ils n'étaient pas à Beni sur des listes d'électeurs. Donc, du coup, ils ont été privés tout simplement de leur droit de vote le plus légitime et inscrit par la Constitution. Il est donc important de réfléchir sur ces mécanismes. Parce qu'à Bounia, les députés, en fait, les déplacés ont brûlé des centres de vote parce que tout simplement, ils ont été énervés d'être exclus du processus. Il faut donc, comme État, comme communauté des pays, que nous réfléchissons sur des questions comme ça. À cela s'ajoute le fait qu'on a observé, notamment à Mandoumbi, où tout simplement les bureaux de vote ont été déplacés dans certains endroits à l'improviste et n'avertissant pas les électeurs. Les gens savaient qu'on va voter ici, là où on s'est enrôlé. Mais curieusement, quand ils viennent voter le matin, on les fait savoir non, les centres ont été déplacés à 25 km. Et donc, du coup, quelqu'un ne peut pas se réveiller chez lui dans une zone insécure, il va faire 25 km de la brousse pour aller voter. Ça, c'est compliqué. Ce sont des choses qui ont été observées. Nous avons aussi observé, dans certains centres de vote, les listes d'électeurs n'étaient pas affichées en fait par la CENI. Or, la loi voudrait que les listes d'électeurs soient affichées préalablement. Ce qui fait que les personnes addites avaient non seulement du mal à retrouver leurs listes, leurs noms sur la liste, mais aussi à utiliser la machine à voter. Les temps moyens que les gens devraient passer devant la machine étaient largement dépassés. Nous avons aussi observé le fait que les dysfonctionnements techniques, les pannes des batteries des machines à voter, et l'ensemble de ces facteurs ont énervé les électeurs, ce qui fait que la participation a été extrêmement faible. Beaucoup de gens n'ont pas voté. Même s'il y a ceux qui ont été élus, nous savons que beaucoup de gens n'ont pas voté. Parce que les processus en soi étaient chaotiques et les gens ont été énervés. En termes d'attitude aussi des candidats, après la publication des résultats, nous nous sommes rendus compte que les candidats n'ont pas, la plupart n'ont pas attendu que les institutions habilitées, je parle bien de la CENI qui devrait proclamer les résultats provisoires et les différentes juridictions selon les niveaux d'élection qui sont habilités à proclamer les résultats. Et là, les candidats ont commencé à faire circuler les vrais faux résultats dans les réseaux sociaux. Chaque QG d'un candidat publiait les résultats à sa manière. Et chacun faisait des tendances. Or, lorsque les gens publient les résultats, et que si, par hasard, dans une zone de tension combinée, qu'il y ait des différences entre ceux qui ils ont publié ou ceux qu'ils ont fait circuler sur les réseaux sociaux, ça crée toujours des tensions. Et pour preuve, on a aussi vu les jours que finalement la CENI a publié les élections à venir. Certains candidats ont repris les vieilles habitudes qui consistaient à bloquer des routes, on ne va pas faire ceci, ils ont fait circuler les tracts et tout le reste. C'est des attitudes qui sont anti-républicaines. Or, c'est fait par des gens qui voudraient aller nous représenter. Ça permet donc à un certain niveau qu'on se pose des questions sérieuses. Lorsqu'on est candidat et on ne respecte pas les lois du pays, mais quand même on veut y aller, ou lorsqu'on est les jours du vote, les candidats se pointaient devant les bureaux de vote, certains avec l'argent, qui distribuaient à gauche, à droite, les autres venaient avec leurs véhicules, pancartaient avec des affiches. Oh, la loi leur interdit de faire la campagne le jour du vote. Mais eux, ils ont fait quand même. Ils ont continué à faire la campagne les jours du vote. Ils ont distribué de l'argent les jours du vote. Si c'est le type de démocratie que nous voulons à Béni, nous voulons élire les gens qui vont nous donner quelque chose, n'attendez-vous pas donc au changement, parce que les gens que nous voulons envoyer nous ont payé avant même d'y aller. C'est cela la question. On a peine à nous voter, donnez-moi d'abord ma part. Vous comprenez ça?
donnez-moi ma part. Et lorsque les gens votent en fonction de ce qu'ils distribuent ou en fonction de ce qu'ils font tel acte, vous ne pouvez pas donc vous attendre à quelque chose. Et ce sont ces comportements qui ont été observés. En conclusion, nous voudrons dire que, de manière générale, comme on a souligné, les élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités à venir. Et ces irrégularités et les comportements, les attitudes des uns des autres ont largement contribué de manière très négative si la participation des populations au scrutin. Il est donc temps de nous interroger comme communauté. Est-ce que nous voulons continuer à voter des gens qui vont nous distribuer les morceaux de sel, des pagnes ou qui vont nous donner un peu de l'argent pour nous représenter? Est-ce que c'est ce que nous voulons comme démocratie? Est-ce que c'est ce type de démocratie que nous souhaitons pour nous? Est-ce que nous voulons continuer à élire des gens qui vont violer les lois du pays et qui disent en fait qu'ils veulent aller nous gouverner? C'est ce type que nous voulons. Est-ce que nous voulons voter des gens qui ne sont pas parmi les meilleurs d'entre nous? Je tiens à rappeler que la machine à voter comme outil de facilitation des processus électoraux s'est révélé comme outil de domination politique. Parce que lorsque les politiciens nous ont expliqué que la machine à voter va réduire les coûts des budgets, fera en sorte qu'il n'y ait pas assez de dépenses. Mais nous avons observé au fil du temps que la machine à voter, loin de réduire les budgets, est en train de devenir en réalité un outil de domination politique. Parce que vous savez tous que certaines personnes votaient à partir de leur maison. Ils avaient leur propre machine. Alors, si c'est ça, ça signifie que non seulement que le budget n'a pas été réduit, mais la machine à voter est en train de devenir au Congo un outil de domination politique. Parce que ceux qui sont positionnés en fonction des positions, ils font leurs choses. Et ça, il faut que nous réfléchissions comme communauté, comme nation, comme peuple. Il faut se poser des questions. Pourquoi la machine à voter ne réduit pas les budgets? Pourquoi la machine à voter n'impacte pas positivement les élections? Pourquoi la machine à voter est en train de devenir un outil de domination politique? Et c'est par ce mot que nous arrivons à la fin de ce magazine. Merci d'avoir été de nôtres tout au long de cette production qui a traité sur les rapports de la surveillance électorale réalisés par le Forum de paix Bureau de Béni en partenariat avec Puce Direct. Au revoir et à la prochaine.